journal de Télémiroir pour notre rentrée. Ce soir, c'est avec Franck Chassagnon. Bonsoir, monsieur le rédacteur en chef, et bienvenue sur Télémiroir. Merci beaucoup. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Avant de commencer ce journal, je voudrais rendre hommage à Michel Rouzeau. Michel, c'était un vendredi. Il était l'un des pionniers de Télémiroir, passionné de sport, de culture. Il avait animé plusieurs années l'émission des sports. Il était encore cette année l'une des chevilles ouvrières de la chaîne. Il sera enterré demain à Marseillan. L'actualité aujourd'hui, c'est cet incendie de broussailles situé au nord de Nîmes, route d'Alès, près du camp des Garrigues. Une voiture incendiée au bord de la route serait à l'origine du feu. Sur place, 4 Canadaires et une centaine d'hommes ont dû lutter une partie de l'après-midi. Le vent fort à cet endroit a compliqué le travail des pompiers. On écoute le lieutenant-colonel. Aujourd'hui, on est dans des conditions météo très difficiles, une hydrométrie de l'air très faible, donc des conditions très favorables au développement de l'incendie, avec un vent relativement fort. Donc le feu a démarré en bordure de la route nationale 106. Il s'est rapidement propagé vers le sud en direction des Hauts de Nîmes, dont une partie très urbanisée et très boisée. Donc il y avait un enjeu capital pour nous, il fallait absolument arrêter le feu avant qu'il parte dans la zone habitée. 10 hectares de garrigues sont partis en fumée. Aujourd'hui, les pompiers du Gard ont dû faire face à 3 autres incendies sur les communes de Vergès, Émargues et du Gros-du-Roi. Et avec l'arrivée du mois de septembre, Franck, on évoque à Nîmes et plus généralement dans le Gard la question du risque inondation, notamment en se souvenant des épisodes de 2002 et de 2005. Exactement. Comment mieux sécuriser les populations au risque d'intempéries et d'inondations? Le préfet du Gard a réuni en fin de semaine dernière tous les services d'urgence. L'objectif, mettre au point différentes procédures pour être encore plus réactif en cas d'alerte météo, d'inondation ou encore d'épisodes non prévisibles. Je vous propose d'écouter Hugues Bouzige, le préfet du Gard. Nous devons nous-mêmes nous assurer que nous sommes tout à fait prêts avec les carnets d'adresses, avec les bons noms de personnes responsables, les bons numéros de téléphone qui ont pu changer. Enfin, il y a toute une actualisation de documentation à faire. Et puis, je souhaitais voir comment chaque service avait amélioré son dispositif, tiré le leçon des événements climatiques précédents. Et c'est ce qui a été fait. Par exemple, Météo France a beaucoup travaillé pour améliorer son dispositif prévisionnel. Mais ils ne sont pas les seuls. La Croix-Rouge a maintenant une plateforme logistique très importante. Je souhaitais précisément faire un point sur les différents aspects d'un scénario catastrophe que personne ne souhaite. Alors, est-ce que la météo du mois de septembre sera clémente ou pluvieuse? Réponse tout de suite avec le délégué de Météo France du département du Gard. On a vu depuis le printemps qu'on allait avoir une réponse, une anomalie chaude sur cet été. Et c'est ce qui se produit. Donc là, ce qu'on voit encore, c'est que l'été va quand même se prolonger. On va sur un bel été indien, quoi. Voilà. Mais au-delà de ça, on ne peut pas dire si ce type de conditions sont propices ou pas à un épisode cévenol, à des orages de plaine, etc. Tout peut arriver. Et surtout dans le Gard, la partie dangereuse en termes de pluie, ça commence le 15 août et ça finit le 31 décembre. Ce jeudi, ce sera la rentrée des classes pour les écoliers, puis ensuite les collégiens et les lycéens. Mais d'ores et déjà, plusieurs élèves de cours moyens ont repris le chemin des classes du côté de Nîmes, Franck. Et oui, J-3 avant la rentrée, 140 000 élèves du Gard sont appelés à se rendre sur le chemin de l'école. Si la plupart d'entre eux peuvent encore profiter de grâce matinée à l'école Gustave Courbet de Nîmes, une poignée d'élèves plonge depuis une semaine sur différentes matières. Une semaine de pré-rentrée pour se remettre dans le bain plus tranquillement et tenter d'effacer certaines lacunes. Reportage. Je vous arrête, Alain Bellon. On me fait signe en régie que le sujet n'est pas prêt. Donc on va peut-être, plutôt que de parler de la rentrée des classes, parler d'une note un petit peu plus ludique, de parler d'un autre type de rentrée, avec la rentrée aujourd'hui de toute l'équipe de Télémiroir avec la nouvelle grille. Effectivement, cette année, chers téléspectateurs, vous allez être gâtés. Vous retrouverez bien sûr vos émissions préférées, les sports tous les lundis, noir et blanc le mardi, pas de changement non plus. Pour le mercredi, Christophe, on vous retrouve, vous restez fidèle au poste avec Tandido. Je vous propose un bref aperçu de cette nouvelle grille des programmes avec Virginie Novales.
Ça va déménager cette année sur Télémiroir avec l'émission 7 en live qui nous vient directement des studios montpelliérains. Une émission musicale donc qui présente les groupes de la région. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver, c'est le week-end. Autre nouveauté dans la grille des programmes, vous retrouverez l'émission Sortie Plein Sud, présentée par Julien Lamoussière. Toutes les sorties, agenda, invités, people, expo, culture et musique. Sortie Bon Plan animée à Montpellier, à voir tous les jeudis à partir de 18h30. De Fiesta 7 au cœur du Théâtre de la Mer avec un événement incontournable. D'autres petits venus cette année, une émission Sortie Ciné, la série Physique ou Chimie, que vous pourrez voir du lundi au vendredi à 17h30, et un magazine sur les sports extrêmes, Les Yeux de l'Aventure. Bonsoir, bienvenue à tous. Et bien sûr, vous retrouverez votre rendez-vous quotidien à 19h30 avec le journal de la rédaction. Pour tous les passionnés de taureau, le mardi à 18h30, Noir et Blanc. Et aussi Tendido, tous les mercredis à la même heure, émission dédiée à la tauromachie. Soyez toujours prêts à être surpris. Télémiroir, une nouvelle grille à découvrir sur les canaux 23, 63 et 360 pour les abonnés 9 box. Et il y avait une novillade à Bellegarde ce week-end. Il s'agissait de la 17e édition des novillades sans picador. Christophe, j'imagine que vous étiez dans les arènes. En effet, c'était pour la 17e édition du trophée Nimegno 2. Nous allons découvrir les images immédiatement de cette course dont le cartel était composé par 3 apprentis novillères. Ici, on découvre le novillero arlésien formé au centre de tauromachie de Nîmes, Mathieu Picard, alias Matteo Julian, qui est devant le 5e exemplaire de l'après-midi porteur du fer de la famille Gallon. Matteo Julian qui a effectué une Vuelta à l'issue de cette prestation. Hélas pour lui, il aurait pu couper une oreille sans un échec avec l'épée. Échec majeur aussi avec les aciers pour ce jeune novillero vénézuélien qui pose de façon très originale les banderilles lui-même. Il s'agit de Fabio Castagneda qui avait remporté le grand concours de l'opportunité dans les arènes de Nîmes lors de la dernière feria de Pentecôte. Il s'est classé 2e lors de cette épreuve du trophée Nimegno 2 dans les arènes de Bellegarde. Et le premier, le vainqueur c'est lui, c'est l'Arlésien Juan Leal, le petit dernier d'une grande dynastie de toreros arlésiens qui officie aujourd'hui au sein de la fondation El Juli dans la province de Madrid, qui est à l'école taurine donc en Espagne, et qui a remporté ce trophée Nimegno 2 après avoir coupé la première oreille de l'après-midi, unique oreille décernée devant le premier héral de l'après-midi. On voit ici Christian Lezure, le président du Centre français de tauromachie, remettre le trophée Nimegno 2, 17e du nom, à Juan Leal, un trophée qui comptera très certainement pour ce jeune apprenti novillero. Juan Leal que nous avons bien évidemment interviewé juste après son succès d'hier dimanche dans les arènes de Bellegarde, mais également Christian Lezure, le président du Centre français de tauromachie, à l'initiative de l'organisation de cette course en partenariat avec les associations taurines de Bellegarde. C'est très important, surtout que Nimegno c'est un maestro qui est très important en France. Sébastien Castella l'a gagné et c'est très important pour moi. Nimegno a été pour nous un exemple, il a été un exemple parce que c'est le premier qui a franchi la frontière, qui s'est imposé en tant que matador de taureau en Espagne. Et c'était un garçon extrêmement gentil et qui était à la fois porté le nom de Nîmes en plus. Pour moi, c'était un symbole fantastique et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. Et je suis ravi que pendant 17 ans, les gamins se soient battus pour obtenir trophée et que Christian soit toujours vivant grâce à ça. Les choses, on a fait ce qu'on a fait de mieux, on a essayé d'aller dans les meilleures ganaderies de plus garanties, de choisir les 3 novillères qui fonctionnaient le plus actuellement. Bon, là ça n'a pas trop pris au moment des estocades, c'est vrai, mais je pense que l'après-midi s'est bien passé. On n'a pas à rougir, mais comme chaque fois, il faut dire on fera mieux la prochaine fois, quoi. Et après le trophée Nimegno 2, rendez-vous à la fin du mois de septembre pour les demi-finales du concours organisé, vous le savez, par Nîmes Métropole avec le centre de tauromachie de Nîmes, Graines de Torero, demi-finale à Générac et à Manduel avant la grande finale début octobre dans les arènes de Saint-Gilles, avant la rentrée des classes pour les différentes écoles taurines gardoises et bucco-rodaniennes. Mais avant la rentrée des classes dans les écoles taurines, il y aura bel et bien, le sujet est prêt Franck, la rentrée des classes dans les écoles classiques. Effectivement, J-3, donc je le disais tout à l'heure, avant la rentrée scolaire, 140 000 élèves du Gard sont appelés à reprendre le chemin de l'école. Si la plupart d'entre eux peuvent profiter encore de grasses matinées,
à l'école Gustave Courbet de Nîmes. Une poignée d'élèves plonge depuis une semaine sur différentes matières. Une semaine de pré-rentrée pour se remettre dans le bain. Reportage Alain Bellon. Les vacances ne sont pas finies et pourtant certains enfants ont repris le chemin de l'école. Depuis 3 ans, des stages de remise à niveau sont organisés au sein des établissements scolaires. Français et mathématiques sont les matières principalement ciblées. Ce sont des stages de soutien aux enfants en difficulté. Donc on les repère dans l'année et il y a 3 stages comme ça dans l'année, pendant les vacances de Pâques, la première semaine du mois de juillet et la dernière semaine du mois d'août. Alors ça permet de réactualiser, de retravailler sur des choses qui ont été vues et qui n'ont pas été forcément bien acquises. Donc on remplit des dossiers, enfin les maîtres et les maîtresses des classes des enfants concernés remplissent des dossiers avec les lacunes, les choses à revoir. Et puis les maîtres et les maîtresses qui font le stage s'occupent de travailler sur ces domaines bien précis. 30 élèves ont participé à cette remise à niveau. Un groupe de 5 élèves, ils ont travaillé 5 matinées durant. Ça se passe bien ma matinée. On fait des fiches, des mathématiques, du français, et de la lecture, et des opérations au tableau. Ça te plaît de venir même en vacances à l'école? Oui. C'est bien. Pourquoi? Que j'aime bien travailler. La motivation est là et pour la vraie rentrée scolaire, elle sera ce jeudi 2 septembre. Rendez-vous donc jeudi pour la rentrée. Maintenant, enfin, nous allons ouvrir une large page sportive en évoquant, on le dit tout à l'heure dans Miroir des Sports, le football et le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Et oui, avec le tirage au sort, effectivement, les Nîmois joueront Valenciennes, une équipe de Ligue 1. La réaction tout de suite de Philippe Goursat, le manager du Nîmes Olympique. Un 16e de finale, c'est quelque chose d'important pour le club en Coupe de la Ligue. Recevoir une Ligue 1 aux Costières, c'est sympa aussi. Et puis c'est un club qui a le profil de Nîmes Olympique. C'est un club qui a souffert pendant bon nombre d'années en étant rétrogradé, en voulant se restructurer. Je pense que c'est un exemple à suivre. À un moment donné, ils sont arrivés à ce que tout le monde espère ici à Nîmes, c'est de monter en Ligue 1, de pérenniser le club en Ligue 1 comme ils l'avaient fait en Ligue 2. Donc voilà, c'est un bon exemple à suivre dans l'organisation, dans la structuration. C'est un club qui jusqu'aux couleurs, ressemble étrangement à Nîmes Olympique. A noter que le match se jouera aux Costières le 21 ou le 22 septembre, on ne sait pas pour l'instant. Au premier tour, les Nîmois avaient gagné 2-0 contre Laval. En revanche, en championnat, les Crocos ont du mal à sortir la tête de l'eau. Ils reviennent bredouilles de leur déplacement à Dijon. En Ligue 1, Arles-Avignon ne fait pas mieux. Ils se sont inclinés 1-0 à Rennes et se retrouvent à la dernière place du classement. On va voir le but là du Stade Rennais face à Arles-Avignon. Exactement, voilà. Un but magnifique de Montagno, l'ancien Montpellierais. Exactement. Et Christophe, je vous propose de terminer ce journal avec des images spectaculaires de jet ski. Ce week-end, 70 pilotes se sont retrouvés sur l'étang de Beaucaire. Il s'agissait en fait de la 4e édition du tournoi Grand Sud. C'est un reportage d'Olivier Brachard. On a la chance d'avoir tous les Français titrés de cette année 2010. Donc on a Michael Poré qui est champion du monde de 2010 de slalom. On a Jérémy Poré, son frangin, qui est champion d'Europe de vitesse. On a aussi un champion d'Europe de freestyle, une championne du monde de vitesse, Julie Bulto. Donc un plateau vraiment exceptionnel. Michael Poré, Jérémy Poré, Morgane Poré, Estelle Poré. Ici à Beaucaire, votre objectif c'est quoi avant tout? C'est surtout pour s'entraîner, parce qu'on a les championnats du monde la semaine prochaine en Sardaigne, et après on a une course très importante au Maroc, et c'est aussi pour venir soutenir Laurent Boucher qui fait la course ici à Beaucaire. C'est un lieu qu'on apprécie beaucoup, on avait une maison de vacances quand on était petit, et puis surtout Jérémy est maintenant dans un team Race Spirit qui est basé ici près de Nîmes. D'accord. L'objectif familial on va dire c'est 1, 2, 3 pour les championnats du monde, c'est ça? Pour les championnats du monde, c'est 1, 2, 3, ça va être vraiment dur. Parce que c'est vrai que Morgane débute dans sa catégorie, dans la catégorie professionnelle, il revient de blessure.
Donc ça va être assez dur. Bon, chacun fera le maximum. Après, pour Jérémy et moi, c'est sûr que c'est 1 et 2. Pour l'instant, on est 1 et 2 au classement. Et on va essayer de continuer comme ça jusqu'à la dernière étape qui se déroule en Chine en octobre. Courir contre les garçons, c'est un beau challenge. Ouais, c'est super cool. Moi, ça me donne encore plus envie d'être devant eux. Et ça fait un super entraînement comparé chez les filles. Donc Jérémy Poré qui remporte la course devant son frère Michael. La première féminine, Julie Bulto, prend la 5e place. Voilà, c'est la fin de cette édition, Christophe. On est à l'antenne, il me semble. Voilà. On est de retour. Et c'est donc, voilà, je disais, c'est donc Jérémy Poré qui remporte la course devant son frère Michael. La première féminine, Julie Bulto, prend la 5e place. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci pour toutes ces précisions, Franck. Rendez-vous demain pour un prochain rendez-vous avec l'info. 12h30, le flash, 18h30, les aléas directs avec Patrick Mallet et l'émission Noir et Blanc, votre rendez-vous avec la course camarguaise. Et puis votre soirée sur Télémiroir avec tous les résultats sportifs du week-end, les images. C'est dans Miroir des Sports. Très belle soirée sur Télémiroir.